Merci Claude. J'étais content d'être là pour entendre ton message. Je reprendrai quelques passages de ton message pour moi aussi faire quelques commentaires là, sur l'expérience commune qu'on a vécue depuis que tu es président. Alors, bon, c'est un petit peu difficile de reprendre après ces émotions-là. Euh, Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait bizarre d'être en assemblée annuelle dans ces conditions-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé drastiquement à partir du mois de mars, depuis le début de depuis que la pandémie a touché le Québec et le Canada. Euh, un des secteurs qui a sans doute été le plus affecté dès le début de la pandémie, c'est le secteur agricole. Je vais faire un petit peu le tour de la situation. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous dire un petit peu ce que l'UPA a fait et d'autres groupes affiliés aussi. Vous savez ce que le bovin a fait pour vous. Vous êtes au courant, mais peut-être un peu moins de ce que l'UPA et d'autres groupes ont fait face à la situation. Je toucherai un mot sur les programmes que les gouvernements ont mis en place, nos demandes, nos attentes. Puis je terminerai sur une note un peu plus positive là, pour mentionner finalement que, somme toute, grâce au travail collectif qu'on a fait, on s'en est quand même relativement bien sorti jusqu'à maintenant. Alors, bon, comme je le disais, l'agriculture a été un des premiers secteurs touchés par la fermeture des hôtelleries, restaurants, institutions. Du jour au lendemain, la demande alimentaire a drastiquement changé et ça a causé des problèmes. Nous, on travaille avec du vivant. On ne peut pas demander à un veau d'attendre éternellement. On ne peut pas demander à du lait d'attendre non plus, des porcs. Donc, on a été tout de suite touché par cet impact-là de la fermeture des restaurants et de l'hôtellerie. Dans votre secteur, Claude l'a mentionné, le secteur du veau a été particulièrement touché, mais tout le secteur de la production artisanale qui approvisionne la restauration a été aussi... certains ont perdu du jour au lendemain 100% de leur marché. Alors, ça a été un impact important. On a eu tout de suite à intervenir sur la place publique pour expliquer ce qui se passait, justifier les demandes qu'on faisait, demander la compréhension du public aussi devant des situations qui étaient pour certains incompréhensibles, comme de devoir jeter du lait, comme de risquer d'euthanasier des porcs, des choses que les gens ne comprennent pas. J'étais obligé d'expliquer là, que du lait, ça ne se donne pas. On ne peut pas juste débarquer dans une épicerie et donner un troc de lait. Les gens ne comprennent pas que le lait doit être traité, que le lait doit être embouteillé, qu'on ne peut pas simplement dire aux gens, venez avec votre 5 gallons, remplir votre contenant. On ne peut pas faire ça. La même chose dans les abattoirs. Alors, ça a été une période où on a dû faire énormément de communication publique. L'éclosion de la maladie a eu des impacts aussi dans le secteur de la transformation. Ici au Québec, on a eu des ralentissements dans les abattoirs porcins, principalement. Dans l'Ouest, les abattoirs bovins ont été affectés. Aux États-Unis, c'est les abattoirs bovins et porcins. Ça a eu des impacts importants sur le prix des animaux. Ici au Québec, dans le bovin, on a pu écouler nos produits, nos animaux, malgré la fermeture des abattoirs dans l'Ouest. Ça a eu un effet même relativement positif par rapport à ce que vivaient les producteurs de l'Ouest. Dans le porc, on est venu très près d'être obligé d'euthanasier des porcs en attente. On a même fait l'expérimentation de la façon dont ça devrait fonctionner si on devait en arriver là. Mais finalement, on a réussi à s'en sortir. Je mentionne tout de suite l'excellente collaboration qu'on a eue avec les autorités gouvernementales, que ce soit fédérales ou provinciales, dans nos dossiers. Ça a entraîné des dépenses additionnelles dans le secteur de la transformation, dans le secteur du transport, dans le secteur de la distribution, sur nos fermes aussi. Donc, des coûts importants qu'on n'a pas encore chiffrés
Des coûts qui seront difficiles à chiffrer parce que c'est pas toujours facile de distinguer ces coûts-là. On parle de perte de revenus, on parle de coûts d'opération supplémentaires. Il y a plusieurs coûts qui s'additionneront lorsqu'on voudra faire le bilan des coûts de cette épidémie-là pour le secteur agricole. Les autres dommages collatéraux, la main-d'œuvre, vous en avez entendu parler beaucoup, les travailleurs étrangers temporaires. Peut-être que certains d'entre vous en ont embauché quelques-uns. C'est sûr que le secteur principalement touché, c'est le secteur horticole, maraîcher horticole. Alors, il y a 2000 travailleurs qui n'ont pas été capables de se rendre au Canada, au Québec cette année. Mais malgré tout, la province de Québec est celle qui a accueilli en pourcentage le plus grand nombre de ces travailleurs étrangers. Et ça, ben, c'est aussi grâce à l'organisation, l'UPA, Ferme, qui travaillons très étroitement ensemble, qui avons réussi. Puis aussi parce que nos travailleurs viennent du Guatemala et du Mexique, pas uniquement du Mexique. Alors, cette source, le Guatemala, ça a été plus facile au début de s'organiser avec eux. Dans le secteur aquacole, l'ensemencement, c'est des secteurs dont on parle peu, mais les poissons non plus, là, ça ne peut pas attendre indéfiniment dans les bassins d'élevage. À un moment donné, il faut que ça soit livré soit à l'ensemencement ou à la transformation. Fermeture totale des cabanes à sucre qui donnaient des repas. Eux, les salles de réception, tout ça, sont encore très affectés. Puis l'arrêt total de toutes les activités agro-touristiques. Donc, il n'y a pas de secteur agricole ou para-agricole qui a été épargné par la pandémie. Au plan de l'organisation, comme Claude le disait, on a pu garder un certain nombre d'employés au bureau parce qu'on a été dès le départ reconnu comme service essentiel, le secteur agricole. Donc, nos cadres, les équipes qui étaient nécessaires pour le fonctionnement des opérations ont pu continuer à travailler au bureau, mais on a respecté les consignes, puis on a demandé à la majorité de nos employés de faire du télétravail. On a fait des mises à pied temporaires aussi. Et là, il y a d'autres gestes qui doivent être posés dans les prochains, qui ont été posés la semaine passée, notamment au niveau de la Confédération. Là. La période de mise à pied temporaire, qui est de 6 mois selon les conventions, est terminée. Donc, là, on a fait des réorganisations du travail. On a dû faire des mises à pied aussi parce que les revenus de l'organisation ne seront pas ceux qui étaient anticipés et des dépenses supplémentaires viennent s'ajouter. Donc, on s'ajuste. Comme notre principale dépense dans l'organisation, c'est les ressources humaines, puis c'est la même chose pour vous, on est obligé de faire des ajustements à ce niveau-là. Donc, mais en même temps, le télétravail, l'utilisation des conférences Zoom, Teams et autres, nous a fait découvrir des outils qu'on n'utilisait pas suffisamment et qu'on va continuer d'utiliser même après la pandémie, c'est certain, pour diminuer nos coûts de déplacement, le temps de déplacement, les temps des réunions aussi. C'est sûr que c'est des choses qu'on va mieux utiliser par la suite. On a pris la décision d'annuler rapidement les portes ouvertes de l'UPA qui, en théorie, doivent se tenir dimanche prochain. Donc, on a développé une version virtuelle des portes ouvertes avec un jeu intelligent qui pourrait être utilisé sur les téléphones intelligents. J'aime pas l'application téléphone intelligent parce qu'il me semble qu'un téléphone, ça ne peut pas être intelligent. Ce qui est intelligent dans le téléphone a été développé par du monde. Alors, mais en tout cas, c'est le terme, là. Donc, on va tenter d'aller vers les jeunes, surtout beaucoup les enfants, avec ce jeu-là, pour leur faire découvrir l'agriculture d'une autre façon que par les portes ouvertes de l'UPA. On a communiqué avec les producteurs, on a tenu, vous savez, on a récolté beaucoup d'adresses courriels des producteurs maintenant. On a une banque de 18 000 adresses courriels. Donc, on a communiqué par courriel avec ces producteurs-là de façon constante pendant la pandémie, depuis le début de la pandémie. On a fait des lettres aux producteurs dans les 2 langues. Moi, j'ai fait des vidéos sur le web, d'autres en ont fait aussi. Donc, c'était l'information, donner de l'information aux producteurs et au public à la fois.
On a aussi tenu un webinaire en santé et sécurité du travail parce que dans les périodes de stress, les accidents sont toujours arrivent plus fréquemment. Des lettres d'opinion, campagne pour favoriser l'embauche de travailleurs québécois. Ça, c'est quand même, on a livré un programme provincial, 45 millions de dollars pour favoriser l'embauche de travailleurs québécois sur les fermes. Ce programme-là a bien fonctionné. On savait que ça ne pourrait pas remplacer à 100% la carence ou le manque de travailleurs étrangers, mais ça a quand même permis à certains d'éviter le pire. On a eu des belles expériences aussi de travailleurs québécois qui sont allés sur les fermes et qui ont découvert ce que c'était l'agriculture aujourd'hui. Donc, c'est positif. L'UPA, grâce à nos centres d'emploi agricole dans chacune de nos régions, on a été capable de livrer ce programme-là au nom du gouvernement du Québec, faire les paiements avec une entente qu'on a eue avec Desjardins. Donc, ça a été une belle expérience, puis une démonstration de la capacité d'adaptation de l'UPA et de ses affiliés. On a lancé la campagne Mangeons local plus que jamais. Il y a eu un attrait pour les produits québécois, les produits locaux. L'appel du premier ministre a été entendu. Cette tendance-là vers les produits locaux était déjà présente, mais la pandémie et l'appel du premier ministre a accentué cet appel-là, cette tendance-là. Donc, on a lancé la campagne Mangeons local plus que jamais, très présent dans les médias avec cette campagne-là. Puis, on a maintenant une nouvelle application de géolocalisation. Puis, je vous invite, là, si vous avez des gens qui offrent leurs produits à la ferme, inscrivez-vous sur cette campagne, sur cette application-là. Il n'en coûte rien de s'inscrire. C'est gratuit pour les utilisateurs. Et quelqu'un qui est en visite dans votre région peut savoir que vous avez des produits à vendre à la ferme, vous offrez un service à la ferme ou même vos produits sont à vendre, sont offerts dans tel ou tel endroit dans la région. Donc, c'est une application qui va continuer d'évoluer. Éventuellement, elle pourrait même devenir transactionnelle et utiliser les services de courrier pour faire la livraison. Moi, je pense qu'une des choses qu'on va aussi pouvoir peut-être retenir de cette pandémie-là, c'est tous les services qu'on peut s'offrir en dehors de la distribution conventionnelle. Les consommateurs sont intéressés. Puis, si nous, on ne le fait pas, d'autres vont le faire à notre place pour répondre aux attentes des consommateurs. Toujours, il y a eu une cellule de crise qui a été mise en place par le gouvernement du Québec. À tous les 2 jours, les gens de la restauration, de la distribution, de la production agricole, de la transformation se réunissaient pour faire le point. Quand on soulevait un point, par exemple, l'accès aux sites agrotouristiques, l'autocueillette, tout ça, bon, comment on fait pour relancer ces activités-là? Alors, le gouvernement du Québec mettait en lien les différents organismes gouvernementaux pour développer les protocoles et faire qu'on puisse reprendre ces activités-là. D'ailleurs, la reprise des activités dans les abattoirs a d'abord été, le protocole a été développé au Québec avec Santé Canada et les gens d'Agriculture Canada et les gens de la ministère de la Santé ici au Santé publique au Québec. Et c'est ce protocole-là par la suite qui a été imité et instauré dans les entreprises ailleurs au Canada. Donc, vraiment, je dois le dire, le gouvernement du Québec a été très proactif et M. Lamontagne a été vraiment facilitateur dans les défis qu'on a rencontrés pour maintenir nos opérations. On a tenu des conférences de presse à 3 reprises. La première sur les employés étrangers temporaires. Les gens doutaient que ça soit bien compris. Le taux de chômage montait en flèche, puis nous, on demandait de pouvoir avoir accès à nos employés étrangers. Moi, à l'UPA, je dis non, il faut l'expliquer. La population doit savoir, doit pouvoir comprendre. Alors, c'est ce qu'on a, voilà. Et on a fait donc beaucoup de communication. On a fait des présentations à la Chambre des communes et au Sénat aussi sur les programmes Agri-stabilité et autres. Ça aussi, le fait que, c'est un gouvernement minoritaire à Ottawa. Le Bloc québécois siège sur chacun de ces comités nationaux-là,
de la Chambre des communes ou du Sénat. Moins du Sénat, mais de la Chambre des communes. Donc, quand le Bloc québécois appelle un intervenant pour parler d'agriculture, naturellement, c'est l'UPA et ses affiliés. Alors, on a eu beaucoup de visibilité au niveau national par les invitations qu'on a reçues d'aller présenter nos dossiers devant ces comités-là. Voilà. Alors, j'avance un peu parce que je ne veux pas m'éterniser trop tôt. Sur le dossier des employés temporaires, j'en ai parlé. Beaucoup d'actions menées par les groupes spécialisés. Les producteurs de porc, j'en ai parlé. Avec les porcs en attente, ils ont eu, en plus, une contestation devant la régie de la Convention de mise en marché et des mécanismes d'établissement des prix. Les producteurs de porc ont une convention exceptionnelle qui a été rendue par arbitrage il y a plus d'1 an. Cette convention-là, puis je l'explique un peu parce que ça peut peut-être vous donner des idées, mais cette convention-là permet aux producteurs d'obtenir un prix qui est non pas basé uniquement sur la valeur de la carcasse à l'entrée de l'abattoir, mais également sur la valeur de la carcasse à la sortie de l'abattoir. Et ça peut varier beaucoup, là. Parce que s'il y a trop d'animaux offerts, le prix à l'entrée de l'abattoir s'effondre, alors que si la demande est très forte, mais que les abattoirs n'arrivent pas à répondre à cette demande-là, les prix à la sortie de l'abattoir peuvent être très élevés. Et ça, on vit ça régulièrement dans le secteur de la viande. Et les producteurs de porc du Québec ont obtenu qu'une partie de la fixation des prix des carcasses soit liée à la valeur de la carcasse à la sortie de l'abattoir. Alors, Olimel voulait suspendre l'application de ce mécanisme-là pendant la pandémie en justifiant que les coûts d'opération étaient devenus trop élevés. Il y a eu donc un arbitrage et la régie a maintenu le mécanisme en limitant le niveau d'influence que peut avoir le prix à la sortie de l'abattoir. Mais il reste que pour une période seulement. Donc, mais il reste que c'est vraiment une avancée importante au niveau de la mise en marché collective, ce qu'ont obtenu les producteurs de porc, puis ils ont défendu ça pendant la période. Les producteurs de poulet ont dû détruire des œufs, abattre des poussins. C'est sûr que ça a eu un impact aussi au niveau de l'opinion publique, mais c'est 15 de la production qui a dû être diminuée, dans le lait aussi. Donc, il y a eu énormément de travail de fait par toutes nos spécialités là, dans chacun de leurs domaines. Claude a parlé de ce que vous avez fait, je ne répéterai pas, mais pour s'ajuster à la pandémie. Et tout ça a fait que, quand on regarde comment les producteurs du Québec s'en sont tirés par rapport à d'autres provinces, on s'en sort mieux. Je ne veux pas dire que ça a été facile, là, mais je veux quand même dire que des fois, on a de la misère à dire, à parler de la mise en marché collective et tout. Les producteurs du Québec s'en sont mieux sortis que les producteurs des autres provinces dans la situation qu'on a eu à traverser. Alors, je pense que c'est important de le dire. Parce qu'on a été aussi capable d'avoir un message fort auprès des gouvernements, notamment celui du Québec, puis une cohérence dans les actions et les interventions qu'on demandait. Il y a eu des campagnes de valorisation sur tous les fronts. Alors ça, Claude en a parlé aussi. Puis on a été extrêmement généreux parce que en cette période où il y avait beaucoup de gens qui perdaient leur emploi, oui, il y a eu la PCU et tout ça, là, mais je veux dire, vous êtes un père de famille, une mère de famille, des enfants à charge, situation familiale difficile, 2000 $ par mois, là, vous vivez à Montréal, on va pas bien loin avec ça. Là. Alors, il y a eu beaucoup de demandes auprès des banques alimentaires. Les dons qu'on a faits, les producteurs, les transformateurs, c'est 7,4 millions de dollars. Et j'ai eu des remerciements particuliers en votre nom pour le contact qui a été établi grâce à vous auprès de Cargill et André Roy notamment qui est intervenu auprès de Cargill pour mettre en contact les gens de Cargill avec Jean-François c'est pas Archambault, c'est Jean-François. Oui, c'est Archambault, c'est ça. Jean-François Archambault. Alors, mais on a été extrêmement généreux, puis on va voir cet automne, là, mais c'est sûr que la demande va encore être là cet automne. Ils ont réussi, les cuisines collectives, à préparer 2 millions de repas avec des dons alimentaires principalement. Donc, et encore une fois, grâce
à notre action collective. Bon, je m'en vais les aides fédérales. Je vais commencer par les aides fédérales. Grande déception, je n'ai pas besoin de vous le dire. On l'a dit haut et fort lorsque le programme a été annoncé. 225 millions de dollars pour l'ensemble de l'agriculture du Canada, dont 77 millions pour la transformation. Donc, il restait à peu près 150 millions pour les producteurs à travers le Canada. De ça, il y a 125 millions qui ont été dirigés, 175 millions qui restaient. Il y a 125 millions qui ont été dirigés dans le programme Agri-Relance. Je ne me souviens pas que vous ayez eu les producteurs de bovins à utiliser Agri-Relance récemment, là, mais c'est un programme qui intervient après que les autres programmes soient intervenus pour compenser les pertes que les autres programmes ne couvrent pas. Alors, ça veut dire que tout ce qui s'appelle perte de revenus due à des coûts supplémentaires à la ferme ou tout ce qui s'appelle perte de revenus due à des baisses de marché, en théorie, ça ne rentre pas dans Agri-Relance. Alors, expliquez-moi, là, au niveau du bovin, puis on l'a demandé à la ministre, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce programme-là? Ils ont prévu 50 millions pour le porc, 50 millions pour le bœuf au Canada dans ce programme-là, qui n'interviendra pas. Puis, on fait une grosse annonce, 225 millions, puis de ce 225 millions-là, il y a 77 millions pour la transformation qui était disponible pour des améliorations dans les entreprises, va probablement être dépensé. Le 50 millions en dons pour l'achat de produits agricoles pour les banques alimentaires va être dépensé. Mais le 125 millions pour les producteurs agricoles, là, s'il y a 10 millions ou 20 millions de ce 125 millions-là qui est dépensé, je vais être surpris. C'est ça l'annonce qu'on a eue du fédéral et c'est pour ça qu'on n'était absolument pas satisfait de cette annonce-là. Bon. J'avance parce que je veux pas... Bon, parmi les autres mesures qui ont été annoncées, il y a eu un crédit additionnel de 200 millions à la Commission canadienne du lait pour les rachats de surplus de produits laitiers. Il faut comprendre que c'est un crédit. Ce crédit-là est utilisé par les producteurs, mais c'est un crédit. Donc, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un don, là. Il va devoir être remboursé. Donc là, la Commission achète du lait. La Commission va le revendre, ces produits-là, mais c'est une diminution de production des producteurs qui vont faire que lorsque ces produits-là vont retourner sur le marché, ils auront leur place. Report des paiements pour plusieurs programmes, les PPA, vous en avez parlé. On a demandé des ajustements au programme Agri. Bon, vous le savez, on va en parler plus tard un peu. Bon, ce qu'on demande, les attentes des agriculteurs. Au niveau fédéral, là, la Fédération canadienne d'agriculture avait évalué en début de pandémie, après quelques semaines, là, que l'impact sur l'agriculture et l'agroalimentaire serait de l'ordre de 2,6 milliards. On avait fait, pour arriver à ce montant-là, on avait demandé à chacun de nos affiliés et à chacune des organisations agricoles au Canada de chiffrer l'impact dans leur secteur. Et on arrivait à 2,6 milliards. On demandait donc au gouvernement fédéral une intervention pour amener des liquidités sur les fermes, de faire passer Agri-Investissement de 1 à 5 de verser ce 5 %-là sur les fermes sans contrepartie des producteurs. Et ça aurait été une intervention ad hoc une fois cette année. Donc, on aurait amené, sans endetter davantage les producteurs, de la liquidité sur les entreprises. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a pas été retenu comme proposition, mais ça faisait partie de ce qu'on demandait, et d'augmenter la marge de référence d'agri-stabilité à 85 avec un retrait du plafond d'intervention. Alors ça, c'est des demandes qui sont toujours sur la table. Au niveau d'agri-stabilité, bon, ça progresse. Le gouvernement fédéral, Mme Bibeau, ont tenu plusieurs discussions avec leurs homologues québécois et provinciaux. Et actuellement, là où ça bloque, c'est dans les 3 provinces
les prairies, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Les provinces maritimes, la Colombie-Britannique et le Québec seraient d'accord à redresser Agri-Stabilité, mais il y a encore, le gouvernement fédéral s'appuie sur l'unanimité. Il y a une conférence fédérale provinciale au mois d'octobre qui doit se tenir là, à Toronto. Alors, ça sera discuté à ce moment-là, mais on pousse très fort pour un redressement de Agri-Stabilité. Dans la même veine, on pousse aussi pour que le Québec ajuste cette année son intervention. Au Québec, l'intervention, le déclencheur, c'est 85 %. Donc, après 15 % de pertes, Agri-Québec intervient, mais intervient à 70 %. L'idée, c'est de faire que l'intervention d'Agri-Québec serait de 80 % en cette année COVID, là, pour pallier notamment au manque de main-d'œuvre, aux pertes dues au manque de main-d'œuvre. Ce que le Québec a proposé jusqu'à maintenant, puis que l'UPA nous avons refusé, c'est que le Québec était prêt à augmenter à 80 % son intervention, mais uniquement sur la part du Québec et non pas sur la part du fédéral. Là, je rentre dans des détails peut-être un peu plus techniques, mais ça faisait en sorte que l'intervention moyenne aurait été insatisfaisante pour les producteurs et on ne touchait pas au plafond d'intervention non plus. Alors, ces deux éléments là, qui ont été soumis à la Fédération, à la financière agricole pour être... et on a rencontré le ministre la semaine passée sur ces questions-là. Sur l'Astra, depuis un an, l'étude est... Bientôt un an, l'étude est sur le bureau de la financière et du MAPAC. On a 3 solutions pour augmenter le salaire de l'employé, l'ouvrier spécialisé, pardon, SOS, salaire de l'ouvrier spécialisé. Nous, on a une proposition parmi les 3 solutions qui ont été retenues, naturellement la plus avantageuse pour les producteurs, mais qui nous apparaît aussi la plus logique. Vous savez que pour établir le salaire de l'ouvrier spécialisé, on se sert de comparables dans la société pour établir quel serait le salaire normal d'un employé spécialisé sur une entreprise agricole. Ça fait des années que ces références-là n'ont pas été revues. Et là, on a fait une étude. Les gens qui font les coûts de production ont refait cette étude-là. Et il y a une proposition. Il manque juste la volonté gouvernementale pour faire les ajustements. Au niveau de l'assurance récolte, ça vous touche aussi. On a connu une sécheresse dans toutes les régions du Québec ou presque en mai-juin. Ça a affecté beaucoup la première coupe, les pâturages. Ça a affecté aussi la deuxième coupe dans plusieurs régions. Alors, il y a eu un ajout, il y a eu un premier versement, une avance qui a été faite par la financière agricole jusqu'à maintenant. Plusieurs ont trouvé que cette avance-là était vraiment insuffisante. Ils ont retenu la franchise sur l'avance. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un autre versement et un paiement final plus tard. Donc là, la franchise étant payée, c'est sûr que le versement à venir vont être substantiellement plus élevés. Donc, au niveau de ce qu'on a suggéré au gouvernement du Québec aussi en termes de sécurité du revenu, il y a un comité qui avait travaillé sur la sécurité du revenu, MAPAC, UPA, financière agricole. En 2013, on avait déposé notre rapport. On demande à ce que le ministre réactive ce comité-là pour mettre à jour les recommandations qui avaient été faites à cette étape-là, à cette époque-là. Et c'est pas le ministre s'est montré ouvert à faire à ce qu'on remette à jour ces propositions-là. Parmi les propositions de ce comité-là, il y avait entre autres de mieux soutenir les régions périphériques. Je pense que c'est un élément important pour vous ici, là. Si on veut maintenir l'agriculture dans les régions plus nordiques du Québec, dans les régions périphériques, ça va prendre un coup de pouce supplémentaire. Nos programmes mur à mur, tels qu'ils sont bâtis actuellement, ne tiennent pas compte des disparités dues à la distance des fournisseurs, dues à l'éloignement des marchés, dû au coût de transport supplémentaire, dû aux différences climatiques. Alors, c'est sûr qu'on a des avantages
régionales, territoriales, par exemple Abitibi pour faire du veau d'embauche, c'est indéniable. Mais il reste qu'il y a des coûts supplémentaires à l'éloignement des marchés qui n'est pas pris en compte dans nos régimes d'intervention ou de gestion des risques en agriculture. Et aussi, on souhaitait qu'il y ait une intervention supplémentaire pour les plus petites entreprises, histoire de les aider à se développer et pouvoir prendre de l'expansion. Alors, je vous résume ces deux-là, là, mais il y avait d'autres demandes aussi. Ce qu'on a fait aussi comme demande, vous savez, moi j'ai parlé quelquefois à M. Fontaine, les coûts de congélation pour des secteurs comme le veau de lait, veau de grain ont été énormes pendant la COVID, dû au fait qu'on ne pouvait pas écouler les produits sur les marchés. Ça a été expliqué plus tôt. Donc, de l'aide à ce niveau-là. Et aussi de l'aide plus pointue pour les problèmes ponctuels. Je pense aux grands gibiers qui ont vécu un peu le même problème que le veau de lait, veau de grain. C'était les interventions pour amener de la liquidité sur les entreprises, oui, mais ça ne règle pas le problème de fond. De la liquidité suite à du crédit supplémentaire, ça peut même amener les entreprises dans des situations précaires assez rapidement. Donc, ça prend des interventions ponctuelles et ça, on souhaite qu'on puisse en obtenir là, pour corriger certaines situations. Donc, un soutien à la mise en place aussi de protocoles assurant la poursuite des opérations. Vous savez, on va rentrer dans une deuxième vague. Ce n'est pas une question est-ce que ça va arriver? Ça va arriver. Si vous regardez ce qui se passe en Europe actuellement, en France, en Espagne, partout, on parle de 7 000, 10 000 cas par jour. Donc, c'est sûr qu'un virus, vous le savez, là, on a des troupeaux, on fait de l'élevage. Quand un virus rentre dans un élevage, c'est quasiment, à moins de faire un vide sanitaire, c'est quasiment impossible de l'éliminer. Vous imaginez qu'au niveau humain, faire un vide sanitaire, c'est hors de question. Là, ça serait assez compliqué. Mais on va devoir vivre avec ce virus-là tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Et là, on voit les cas, puis la transmission communautaire qui augmente. Peut-être que les personnes âgées sont moins affectées parce qu'on les protège mieux maintenant, mais c'est sûr qu'on va devoir vivre avec des restrictions pour les prochains mois encore. Donc, moi, je pense qu'il faut l'aide qui n'a pas été livrée, puis l'aide attendue, c'est toujours le temps qu'elle arrive, puis on va continuer à travailler dans ce sens-là. En terminant, Claude a livré son message, son dernier message à son assemblée annuelle. Je trouve ça dommage qu'il doive livrer son message dans le contexte actuel, parce qu'il aurait mérité qu'on se lève tous à l'assemblée annuelle puis qu'on lui fasse un chaleureux remerciement. Moi, j'ai beaucoup apprécié Claude. Il a pris la relève de la Fédération des producteurs de bovins à un moment très difficile. Vous aviez beaucoup de vos membres qui questionnaient l'aventure Colbex-Levenoff. L'UPA, on était là-dedans aussi à 100% avec vous. On l'a fait ensemble. On l'a pris ensemble, ce risque-là, puis on a vécu ensemble les conséquences de ce risque-là. Mais Claude est arrivé rassurant, conscient aussi. Il n'a pas tenté de mettre sous le tapis les conséquences de cet échec-là. Je pense qu'on peut parler d'échec aujourd'hui. Il a pris ça de front, puis il a dit, regardez, oui, on a vécu ça, mais on peut s'en sortir, puis il faut continuer d'aller de l'avant ensemble. Puis ça, ça prenait quelqu'un qui avait une bonne paire d'épaules pour faire ça. Puis Claude avait ces épaules-là avec son franc-parler. C'est vrai qu'au Conseil général, des fois, c'est long. Vous savez, on est 43 autour d'une table. Chacun va avoir son petit mot à dire. Des fois, ça impatientait Claude. Parce que Claude est un homme de peu de mots. Alors, des fois, quand les discours s'éternisent, ça l'agaçait un peu. Puis, il est un homme très soucieux des dépenses que font les organisations. Alors, quand on peut réduire les dépenses, il faut le faire, tout en maintenant les services. Mais ça, Claude était extrêmement soucieux
de limiter au maximum les dépenses de l'Organisation Fédération des producteurs de bovins, mais aussi à l'Union des producteurs agricoles. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour poser la question embarrassante. Il y en a qui disent la question qui tue, là. Mais Claude a participé au comité financement à moyen et long terme de l'UPA. Il y a des bonnes discussions dans ce temps-là entre les fédérations spécialisées et les fédérations régionales. Je peux vous dire que Claude en a profité pour passer à ce moment-là quelques messages. Alors voilà, moi je te remercie vraiment beaucoup, Claude. Puis on a grandi ensemble dans l'organisation parce que tu parlais du temps où tu es arrivé, puis moi aussi. C'est vrai, quand on commence, on ne pense pas qu'on va accéder à ces postes-là. Jamais. Moi, je connais personne qui a rentré à l'UPA en disant « Moi, je vais être président de ma fédération ». Je veux dire, ceux ou celles qui arrivent avec cette intention-là, habituellement, ils ne font pas long. Hein. Il y a comme un système d'épuration dans l'organisation. Là. Si tu arrives avec trop d'ambition, wow, va pas trop vite, mon jeune, puis prends ton temps, respire par les trous du nez. Puis, alors, c'est comme ça qu'on a grandi dans l'organisation. Puis, je vais garder un très, très bon souvenir de notre collaboration. Puis aussi, je le remercie pour le travail que fait la financière agricole. Tu as été au moins 3 ans. Presque 3. Alors, ça aussi, c'est une belle expérience, je pense, de pouvoir représenter l'Union à la financière agricole. Claude s'en est acquitté de façon exemplaire. Alors, sur ce, je ne sais pas s'il y aura une période de questions de prévu. Alors, voilà. Puis c'est vrai que Claude parlait souvent de sa famille aussi, de son frère, puis du travail sur la ferme. Puis il n'a jamais décroché de la ferme malgré les occupations qu'il y avait à l'UPA. Quand il était à l'UPA, il était 100% à l'UPA, mais je suis sûr que quand il était sur sa ferme, il était 100% sur sa ferme. Moi, je l'appelais de temps en temps sur son cellulaire. Là, il me disait « Attends un peu, il faut que je me déplace. Il faut que je sorte de l'étable. » Ça fait que c'est quelqu'un qui mettait encore ses bottes quand il arrivait à la maison. Voilà. Alors, sur ce, merci, Claude, puis merci à tout le monde. Là, puis on se souhaite bonne chance pour la suite des choses.